Ici, je veux voir quelques caractéristiques de l'état cristallin. Voilà, déjà, la première chose à se poser comme question, c'est à quoi, hein, peut-on distinguer, on va dire, un solide cristallin d'un solide amorphe? À quoi? Donc, c'est de faire la distinction. Distinction, voilà, un solide cristallin voilà, cristallin d'un solide amorphe. Bon, la première des choses, bien sûr, comme je l'ai dit au départ, il y a une étude de cristallographie qui est établie hein, en laboratoire. Il donne toutes les sources de connaissances pour l'usage scientifique, et donc il suffit d'aller consulter la documentation et de savoir, ouais, ben, par exemple ici, on a une bibliothèque sur Internet. Alors avant, il fallait aller à la bibliothèque hein, pour avoir des sources de connaissances. Voilà, de ce qu'on voulait, hein, en particulier de la cristallographie, si vous voulez savoir voilà, vous alliez dans un rayon, voilà, qui était le rayon voilà, de la connaissance des matériaux, voire de la cristallographie. Tout était, je veux dire, en rayon. Vous ouvrez les documents et vous faisiez une recherche parce qu'il fallait rechercher. Il fallait chercher euh, ce dont vous cherchiez. Voilà, donc il fallait aller à la bibliothèque. Maintenant, bien sûr, avec Internet, vous ouvrez votre PC, euh, vous consultez Internet, et vous faites une recherche par mots-clés et vous aurez des, voilà, et maintenant, si ça ne suffit pas, les informations, ben, vous faites une nouvelle recherche jusqu'à vous aboutissez à euh, voilà, à votre questionnement, à votre requête. Donc, en 2026, ah, Internet est une bibliothèque, on va dire à ciel ouvert, accessible très rapidement. C'est gratuit, il n'y a pas de déplacement à établir pour aller chercher l'information. Donc, il suffit d'ouvrir le PC, attendre qu'il s'allume, avoir accès à son navigateur, attendre que le navigateur se mette en place, et de faire la requête, attendre que la requête se mette en place aussi. Donc, c'est tout un petit temps d'attente bon, qui dure, on va dire, on va dire de 1 minute à 10 minutes. Voilà, maintenant, si ça dure plus de 10 minutes, c'est qu'il y a un problème au niveau du PC, par exemple une mise à jour, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'attendre 10 minutes que d'aller à une bibliothèque qui se trouve à des kilomètres de là, de prendre le bus ou de prendre sa voiture ou peu importe, à pied. Ça prend beaucoup plus de temps. Et le temps qu'on recherche son bouquin, le temps qu'on ouvre la bonne page, et ainsi de suite. Donc, la- Internet est un avantage très précieux pour aller à la recherche d'informations. Et donc, justement, l'information, elle est donnée par les études cristallographiques qui en font des très gros bouquins, des encyclopédies, reprenant voilà, des sources de connaissances sur les roches, sur les métaux, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc c'est très vaste. C'est très vaste. Et donc maintenant, quand on va aller chercher une information bien précise, il faut faire la bonne requête et tomber sur la bonne information. Alors ceci dit, euh, à quoi peut-on, on va dire, distinguer un solide cristallin d'un solide amorphe? Voilà. Alors déjà, un bon connaisseur, hein, un bon connaisseur voilà, de matériaux, peut, à l'observation, bien sûr à l'œil nu, hein, voir la loupe ou voir, je sais pas moi. Mais déjà, un bon connaisseur de la connaissance des matériaux peut déjà donner, on va dire, des indications à l'œil nu. Voilà. Pour autant qu'il ait reçu, bien sûr, aussi, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans la métallurgie et on l'en imprègne de connaissances, voilà, euh, de père en fils, voire euh, des études qu'ils ont suivies, voire de l'environnement euh, où ils travaillent. Dans un environnement où on travaille, parce que travailler, c'est pas uniquement travailler, c'est aussi apprendre. On peut apprendre de ses collègues, on peut apprendre de ses formations, on peut apprendre.
voilà, de sa hiérarchie, de son chef, et ainsi de suite. Bon, toute connaissance est bonne à prendre en compte pour autant qu'elle est valide et valable, euh, et vraie, pour autant que l'information soit vraie. Et donc, à partir de là, l'observation à l'œil nu ou à la loupe peut déjà donner des indications sur, on va dire, le distinguo que l'on peut faire entre solide cristallin et solide amorphe. Alors, si je prends par exemple un morceau de verre ou de la matière plastique, hein, là on peut avoir une forme quelconque, on peut avoir une forme quelconque sur voilà, un morceau de verre ou de la matière plastique, euh, mais un cristal on va dire, cristal de roche ou autres minéraux, hein, un voilà, un autre minéraux, par exemple un minéral naturel, heu, ouais, là, à ce moment-là, on sait voir déjà des choses. Entre, voilà, un morceau de verre, matière plastique, un un cristal de roche ou un autre minéral naturel, on peut voir une différence pour quelqu'un qui a déjà acquis des informations dans le domaine de voilà, de la cristallographie. C'est-à-dire qu'on lui a donné des petits renseignements, pouvoir détecter déjà certaines choses et de se dire si c'était un cristal, on va dire, cristallin ou cristal amorphe. Rien que la vue, pour certains, voir à la loupe, peut expliquer certaines choses pour certains qui ont acquis des informations et peuvent faire un distinguo. Donc, certains ont les capacités voilà, de, de le voir. Par exemple, si je prends un, on va dire une chlorure de césium, un chlorure de sodium. Alors, s'il n'a pas été cassé, ou s'il n'a pas été taillé, donc il faut pas qu'il soit cassé, il faut pas qu'il soit taillé, ben, là, à ce moment, il présente une forme déterminée. Va présenter une forme bien précise. Et là, on peut se dire que d'office, ce sera un solide cristallin. On pourra le voir tout de suite. Pour autant qu'il n'a pas été cassé et qu'il n'a pas été taillé. Si je prends un autre cristal de roche, je prends le quartz, il est formé, on va dire, de prismes hexagonaux terminés en pointe. Le chlorure de sodium, il prend la forme de cube. Euh, on va dire que les faces des cristaux sont planes et en fait elles forment des angles constants pour un type de cristal donné. Alors des mesures plus précises montrent d'autre part que certains cristaux anisotropes. Alors anisotrope, c'est le contraire d'isotrope. Alors si l'isotropie, par exemple, dans un champ colombien, elle se fait de manière dans toutes les directions. L'isotropie, hein, je parle de l'isotropie. Elle a la même propriété dans toutes les directions. Le champ colombien a les mêmes propriétés dans toutes les directions parce que c'est une sphère. Bon, ici, les solides cristallins, on va avoir des cubes à face centrée, des hexagones, voilà, des rhomboèdres, etc. On va avoir toute une panoplie liée au réseau de Bravais. Réseau de Bravais. Euh, Et donc, dire que c'est isotrope, ça veut dire que toutes les propriétés sont les mêmes dans toutes les faces. Dans toutes les faces ah, de solide cristallin qui peut être, comme je dis, un cube à face centrée, ou un hexagone, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, si on a toutes les propriétés qui sont les mêmes partout, c'est isotrope. Mais anisotrope, c'est tout le contraire. Anisotrope, c'est tout le contraire. C'est justement les cristaux qui sont dits anisotropes signifient que leurs propriétés physiques, par exemple, je prends l'indice de réfraction, je prends de la conductivité électrique, je prends le coefficient de dilatation, je prends de la résistance mécanique. Elles ne sont pas les mêmes selon
la direction par rapport à la forme du cristal, dans laquelle, bien sûr, on la mesure, hein, parce que c'est des mesures qu'on fait. Euh, alors, ça veut dire que ces diverses observations vont s'opposer à l'idée d'une structure désordonnée et suggèrent au contraire l'existence d'un ordre intérieur au cristal. Alors, qu'est-ce qui permet de voir ça? C'est une technique, c'est la technique de la diffraction au rayon X. C'est la technique de la diffraction au rayon X. Alors, je vous invite à aller voir la diffraction, la technique de la diffraction rayon X sur Internet. Vous pouvez retrouver ça facilement sur Internet. Voilà, si vous êtes intéressé. Et c'est ça qui permet de voir, de faire les observations de tout ça. Les observations qu'on a, voilà, comment on appelle ça, euh, des cristaux qui peuvent être isotropes, des cristaux anisotropes. Et donc, si c'est anisotrope, fatalement, les propriétés ne sont pas les mêmes sur les différentes faces comment on appelle ça, du solide cristallin. Et donc, tout ça peuvent se repérer, s'observer grâce à la technique de la diffraction au rayon X. Et donc, ici, l'élément de cristallographie, voilà, quand on fait des études sur les solides cristallins, on fait on entreprend la connaissance, la principale connaissance de base, de, l- c'est-à-dire des éléments de base de cristallographie. Voilà. On veut étudier, bien sûr, le solide cristallin. La meilleure observation, c'est par la vue à la loupe et à l'œil nu, hein, c'est via des appareillages. Donc, la structure de cristal, l'étude en cristallographie fera usage voilà, de matériel euh, de laboratoire. Donc tout ça se fait en laboratoire. Donc en fait ici, on aura la technique diffraction. Donc ça, c'est un des principaux outillages qui permet aussi d'aider à voir les choses. D'aider à voir les choses. Donc, c'est un des outils. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent aider. On peut faire des réactions chimiques aussi, hein. C'est pas forcément voilà, on peut faire des réactions chimiques, on peut faire, voir la réactivité, étudier la réactivité, étudier la conduction, et puis de se poser des questions, se dire bon, ah, et faire un modèle qui existe déjà. Voilà, si voilà, un matériau a plus ou moins les mêmes propriétés que l'autre, ben, ça veut dire qu'on se pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes structures cristallines? Voilà, donc connaissant déjà un modèle, voilà, sur un solide bien précis, si on a les mêmes caractéristiques pour un autre élément, voilà, en étudiant bien sûr, mmh, voilà, la conduction électrique, en étudiant bien sûr hem, heu, l'indice de réfraction, voilà, en étudiant bien sûr, le coefficient de dilatation, voilà, voir heu, sa résistance électrique, au niveau sa réaction au niveau magnétique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sa réaction voilà, de composantes magnétiques par rapport à la chaleur aussi. On peut utiliser ça. On peut utiliser beaucoup de choses, hein, voilà. Quand on fait, voilà, une étude, c'est pas forcément une page, hein. Ça peut prendre, je veux dire, une année sur un matériau, pourquoi pas. Bon, maintenant, si je dis, ça, c'est exagéré, mais ça peut se faire. C'est pour vous dire qu'il y a tellement d'éléments qui sont pris en compte, rien que pour un matériau. Ah, le gars, il étudie tous les jours le matériau, à son fin fond des choses.
pour voir. Alors bien sûr, se cache derrière à ce moment, c'est une étude, de cette taille, c'est un doctorant, hein. C'est un doctorant. Bien sûr, il faut pas oublier ici l'être humain, hein. L'être humain, sa connaissance, sa vision des choses, sa manière de faire l'étude. Donc c'est un doctorant qui va prendre en charge, dire par exemple, l'étude, d'un matériau. Bien sûr, il aura le principal, c'est la personne humaine avant tout. C'est lui qui va décider de comment faire l'étude, qu'est-ce qu'il faut exploiter, s'il ne doit pas faire un modèle, s'il ne doit pas faire des calculs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à partir de là, il a aussi des appareillages qui lui seront mis à disposition, des réactions chimiques qu'il pourra établir, voilà, des appareillages électriques pour pouvoir mesurer certaines choses. Et à partir de là, tirer beaucoup de conclusions. Tirer beaucoup de conclusions. Voilà, faire des résistances d'essai à la dureté Brinell, Rockwell, et tralali tralala. Étudier, voilà, des courbes spécifiques de Young sur la résistance des matériaux, euh, et ainsi de suite. On peut tirer, bon, je vous dis, sur un matériau, on peut faire toute une étude avec différents appareillages, hein. C'est pas forcément uniquement la technique de diffraction qui va expliquer les choses. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est un doctorant qui va établir, je veux dire, un espèce de voilà, mémoire sur le matériau. Et bon, comme je dis, ça peut prendre une année, voire plusieurs, sur un seul matériau. Alors maintenant, peut-être certains matériaux vont prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors voilà, d'autres vont demander beaucoup plus longtemps. Son étude, son étude. Et donc, si je disais que euh, on a une technique de diffraction par les rayons X, bon, et là, c'est un moyen absolu. C'est un moyen absolu et radical, on va dire, hein, pour déterminer si un solide est, on va dire, ordonné, c'est-à-dire cristallin, ou désordonné, amorphe. Donc, rien qu'avec la technique de la diffraction au rayon X, ça, c'est une technique, on va dire, radicale. Radicale, et va directement classer en composantes solides ordonnées, c'est-à-dire qu'on a un réseau cristallin ou un solide amorphe. Solide désordonné, c'est-à-dire solide amorphe. Alors, ici, réseau, dit réseau, dit théorie sur les réseaux. Il y a la théorie sur les réseaux. Alors, je rappelle que dans tout réseau, les réseaux s'étudient dans, voilà, les réseaux, ils sont étudiés dans plusieurs domaines, hein. Et il y a quelque chose qui revient assez souvent dans les réseaux. Alors, par exemple, on a les réseaux informatiques, les réseaux électriques, les réseaux de composants électroniques. Voilà, on a les réseaux de structures cristallines. Et dans tous les cas de figure, c'est un réseau. Donc, les réseaux, ça s'étudie aussi. Par exemple, en algorithme, on étudie les réseaux algorithmiques. Là, on étudie les réseaux au fin fond des choses. Normalement, quelqu'un qui étudie l'algorithmique, il va étudier les réseaux au fin fond des choses. Et même en économie, hein, on étudie les réseaux. Pourquoi en économie? Parce que quand on a une structure avec des hiérarchies père-fils, ben, si vous avez une structure, voilà, père-fils, bon, ici, je m'excuse, mais j'ai un petit problème de, de dessin. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a toujours
ces fameux nœuds, voilà, dès le moment où vous faites un réseau, il y a des nœuds. C'est ça que je veux dire, c'est ça qui va rassembler le tout. On aura toujours des nœuds, des mailles. Voilà, on définit le réseau par des éléments, on va dire, de base qui sont, on aura toujours des nœuds, des mailles avec des équations, hein. Bon, et alors, vous connaissez même la loi des nœuds, la loi des mailles en électricité. Et ça, les nœuds, c'est de là où il y a un réseau. Tout réseau, il y aura des nœuds et des mailles. On commence à structurer. Alors en économie, je vous ai dit que bon, on trouve voilà, des chaînes comme ceci. Alors quand je dis économie, c'est des ERP, etc., etc., hein. C'est de la gestion, voilà, gestion de stock, gestion de produits, de produits avec des articles. On a des articles. Voilà, et donc là, ça structure un nœud. Et il faut, pour fabriquer le nœud, ben, pour fabriquer le réseau, je m'excuse, pour fabriquer le réseau, ben, il faut mettre voilà, il y a des nœuds, voilà, configure euh, le réseau à travers des nœuds. Le lien père, 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 père-fils ou mère-fille, voilà, on le configure comme ça. On les attache. On les attache et on sait bien qui est lié avec quoi. Donc c'est des liens, c'est des chaînes, c'est des chaînes liées. Des- on a des listes chaînées, des chaînes, c'est tout une chaîne. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que on a des nœuds, des mailles. Ce qui veut dire qu'ici, là, on aura des nœuds et des mailles. Oui, parce que c'est un solide. Un solide cristallin est d'abord un réseau cristallin. Et un réseau qui dit réseau dit nœud et maille. Donc on parlera de nœud et de maille. Donc c'est une structure géométrique avec des nœuds et des mailles. Et alors, si vous prenez l'électricité, hein, la loi des nœuds, de la loi des mailles, c'est un petit peu ça. C'est un réseau, c'est structuré géométriquement de telle manière à ce qu'on calcule. Voilà, pouvoir calculer le courant, les tensions, les résistances, voir s'il y a des condensateurs. Voilà. Non, généralement, bon, dans un réseau passif, on mettra voilà, des résistances, que des résistances. Et donc, on aura des équations linéaires pour un réseau, on va dire dit linéaire. On aura, voilà, des équations. On pourra chercher, au travers de ces équations, bah, les inconnus. Les inconnus, le courant, si c'est des courants, des tensions, ou des. Bien sûr, il faut que le nombre d'équations soit inférieur au nombre d'inconnus, parce que s'il y a trop d'inconnus, on ne sait pas résoudre, hein, c'est toujours comme ça. Un système d'équations en mathématiques, il vous dit que si vous avez trop d'inconnus, vous ne savez pas résoudre l'équation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faudra un nombre d'équations euh, par rapport à un nombre d'inconnus, hein. Voilà, et le nombre d'inconnus ne peut pas dépasser le nombre d'équations. Voilà. Donc ce qui veut dire par là que un réseau ordonné, mais on aura, voilà, toujours, on parlera toujours de nœuds. T'as un point nodal, un point central, voilà, du réseau, c'est le nœud. Il faudra parler de nœud, absolument. Alors on parlera aussi de maille. Mais attention que la définition de maille n'est pas la même pour les différents domaines, hein. Une maille en électricité n'est pas une maille comment on appelle ça? En cristallographie. La définition de maille n'est pas tout à fait la même. Déjà, si vous faites un plan électrique, généralement, les plans électriques, on peut le faire dans l'espace. Bon, c'est généralement des plans. On peut faire des résistances en cube, pourquoi pas. Mais généralement, les résistances sont dans un plan. Et donc, les mailles sont définies, les mailles de plan sont définies d'une certaine façon. Alors que dans le réseau cristallin, la maille n'a pas la même définition que la maille dans le plan de l'électricité. Donc, attention, les nœuds, ça va être toujours la même définition, mais la maille, parfois, voilà, on peut diverger au niveau de la définition. On diverge. Et, la cristallographie, c'est ça. La cristallographie. Donc, la cristallographie, ici, comme je vous ai dit,
aura pour objet de décrire géométriquement donc la disposition dans l'espace, parce que le contenant est l'espace ici, des éléments constituant un cristal. Le cristal est un, on va dire, un sous-élément de l'espace, parce que cristal est contenu dans l'espace. Donc le cristal est contenu dans un contenant qu'est l'espace. Donc on a l'espace et on a le cristal dans l'espace. Et donc, je veux dire par là que on va décrire géométriquement la disposition dans l'espace des éléments qui constituent le cristal. Alors, ici, les éléments, quand je dis les éléments, ça peut être soit, comme je l'ai dit au départ, dans l'autre vidéo précédente, bien sûr, je l'avais dit, ça peut être des atomes, ça peut être des ions, des molécules, ça va se traiter différemment. Ah ouais, ça se traite différemment. Ça se traite différemment. Traiter un atome, molécule, un réseau atomique, un réseau moléculaire ou un réseau ionique n'est pas le même. C'est pas la même façon de voir les choses. Vous verrez pourquoi par après, hein. Bon, je ferai des vidéos. Déjà dans les calculs, euh, les calculs ne sont pas, on ne calcule pas de la même façon. Le réseau. Donc on a des atomes, des molécules et des ions. Voilà les éléments de base. Et donc si on a une structure qui est une structure de type cristalline pour les atomes, pour les molécules et pour les ions, il faudra faire l'étude adéquate, hein. Il faudra faire l'étude adéquate. C'est quand je dis l'étude, bon, au niveau des calculs, je parle des calculs. Les calculs, ben, seront différents suivant qu'on a un atome, suivant qu'on a une molécule, ou suivant qu'on a euh, un ion. Les calculs se feront pas de la même façon. C'est trois structures, voilà, avec au niveau des nœuds qui n'ont pas les mêmes compositions, je veux dire, élémentaires. Une molécule, s'il y a deux atomes, les deux, il y en aura par exemple, il y aura un gros atome et un petit atome. Je parle pas d'une molécule pure comme l'H2, hein. L'H2, ça, on sait bien que euh, si je prends une molécule avec différents atomes dedans, hein, voilà, on va prendre un corps pur, mais avec des éléments différents en son sein, euh, on peut prendre NaCl, quoique NaCl n'est pas un ion, mais est une structure ionique. Mais ce n'est pas un ion. Attention, on confond les deux. Entre structure, euh, en fait, NaCl, c'est Na plus Cl moins. Voilà. C'est une structure ionique, mais ce n'est pas un ion. Ce n'est pas un ion. Voilà. Voilà. Donc, ici, étudier le Na plus Cl moins et par, ce qu'on appelle ça, par abus de langage, on dira NaCl, parce qu'en fait, on ne dit pas NaCl, on dit Na plus Cl moins, parce que c'est une structure ionique. Voilà. Mais par abus de langage, on dira NaCl. Et on va dessiner NaCl, donc Na, l'atome de Na, l'atome de Cl, qui est la molécule NaCl, qui est le chlorure de sodium. Mais les molécules n'ont pas la même taille. Pas la même taille. Donc la disposition dans l'espace, au niveau spatial, n'auront pas les mêmes ampleurs pour le sodium et le chlore. Et le chlore, oui, et le chlore. Donc, étudier la molécule de Na plus Cl-, voire NaCl par abus de langage, n'est pas la même que étudier tout simplement une molécule, euh, un atome pur, un réseau atomique pur. Attention que je parle de réseau ici, hein. Je parle pas d'un atome pur, parce que c'est un réseau atomique. Ici, quand je dis molécule, c'est un réseau moléculaire, hein. Voilà, si c'était un cube, on aura des cubes partout, avec des Na, voilà, avec des éléments atomiques sur ces cubes partout, de façon ordonnée, parce que c'est un réseau cristallin. L'ion, c'est la même chose, mais là, il y aura des charges.
Alors si je prends, si on fait la description on va dire d'un cristal moléculaire, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe, parce que là, ça va se superposer, heu, 2 organisations, on va dire celle des atomes dans la molécule et celle des molécules dans le cristal. Vous voyez que là, alors, il y a une hypothèse qui sera faite, hein, si on considère les atomes, les ions, comme des particules simples, on va les décrire comme étant sphériques. On va les décrire comme des particules simples et sphériques et sphériques. Voilà, ça c'est l'hypothèse qu'on fera. On fera pour pouvoir dessiner le réseau, hein. Voilà, c'est l'hypothèse qu'on donc c'est des particules simples, heu, sphériques, pour ce qui se concerne bien sûr les atomes et les ions. Je vous remercie.